vous avez participé à ce projet, que vous nous avez fait confiance, que nous, on peut aussi avancer dans notre manière de travailler, dans notre manière de voir le monde. Et à ce titre-là, je voulais encore vous remercier avant de laisser de nouveau la parole à Samuel. Voilà. Merci Barbara. De rien, Samuel. Donc maintenant, passer sur l'autre volet important du projet, ce qu'on a appelé le guide des recommandations. Donc, vous avez, j'espère, tous reçu notre production finale. On retrouve les deux parties, à la fois donc, ce que vient de présenter Barbara en résumé, et alors la partie aussi recommandations. Alors, d'emblée, moi, ce que j'ai remarqué, notamment avec... vous savez, les animateurs devaient rédiger des carnets de bord qui étaient la mémoire de la vie du groupe. Et c'est vrai que ce que je vais présenter maintenant comme recommandation, c'est une partie infime de ce travail. Mais moi, je tiens quand même à mettre en évidence toute la richesse à la fois des débats à l'intérieur des groupes, mais aussi la richesse de propositions, de questionnements, de constats par rapport à l'accueil que réserve la région wallonne aux personnes étrangères. Donc voilà, donc malheureusement... on a pris le parti pris d'une présentation sommaire, donc je tiens déjà à m'excuser vis-à-vis du travail des groupes par rapport à leur production. Je ne vais présenter qu'une partie de leur production, avec des choix qui me semblent importants de pouvoir partager ici. Donc ça, c'est un premier préambule. Deuxièmement, donc Barbara l'a évoqué, sur les 8 thématiques, effectivement, donc 5 ont été traversées. C'est la question de la naissance, la question de la famille, l'école, la vieillesse et la mort, et la question de la participation citoyenne. En sachant qu'il y a eu des débats, notamment sur le monde des croyances, mais qui n'ont pas abouti réellement à un travail final de recommandation. Donc ici, j'ai choisi des thèmes sur lesquels, effectivement, les groupes ont des constats et aussi des recommandations. Alors, comme je le disais, ici, je vais être plus systématique. Pour faire ce travail, méthodologiquement aussi, ce qui était important, c'est l'ouverture vers d'autres points de vue, et de faire déjà des rencontres par rapport à certains constats. Et donc les groupes, il faut dire aussi que ce qu'on s'est aperçu, un élément important, c'est que finalement les associations dites communautaires, je ne sais jamais comment les nommer, finalement elles n'ont peu d'occasion de travailler avec des associations qui sont là depuis longtemps. Et donc le projet a permis déjà une ébauche d'ouverture vers d'autres associations, notamment le CERCOM et l'écran d'éveil, qui ont participé à nos groupes, donc je tenais à le signaler. Mais les groupes, comme je le disais, ont été rencontrer des institutions, des associations. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, donc, on a rencontré une échevine de l'enseignement, mais aussi des groupes ont rencontré Infor Famille, le CEFOP, l'Association des voix des femmes algériennes, le Centre de planning familial du Borinage de Saint-Guilain, l'ONE, une entreprise de pompes funèbres, une maison de repos, un vice-président du Conseil consultatif des aînés, une gynécologue, une étudiante en 3e en infirmière, sage-femme. Voilà. Donc c'est montrer la diversité à travers tous ces thèmes, qu'effectivement, je trouve la richesse de ce projet, c'est se dire, mais tiens, il faut dialoguer peut-être avec d'autres pour effectivement arriver à un moment donné à mettre de l'interculturalité dans nos échanges. Donc ça, c'est une première remarque. Deuxième chose, il est apparu à la lecture de l'ensemble des cahiers de revendications ou de recommandations des points communs. Et ils sont au nombre, je dirais, autour de 4 axes. Et je pense que ces 4 axes nécessitent peut-être l'année prochaine un travail plus en profondeur, notamment par rapport à la mise en place de ces 4 axes. Donc ça veut dire que l'année prochaine, le projet va continuer, sans doute dans une autre forme, et notamment à partir des enseignements à la fois méthodologiques que nous avons pu recueillir ici, mais aussi à travers déjà les recommandations. Donc, tout d'abord, de manière transversale, ce qui est apparu dans les différentes thématiques, dans les propos des groupes, c'est qu'il y a une difficulté de dialogue réellement et d'accueil de la personne étrangère dans les institutions. Au-delà des obstacles de langue, j'y reviendrai par ailleurs, tout ça a des conséquences de cette difficulté d'accueil et de dialogue. C'est souvent alors des mécanismes de discrimination et d'exclusion. Face à ça, 4 axes se sont dégagés à travers l'ensemble des groupes.
c'est tout d'abord, je vais peut-être enfoncer une porte ouverte ou dire une évidence, mais apparemment qui est quand même là assez interpellante, c'est l'amélioration des informations et sur le fonctionnement des institutions. Parce qu'il apparaît de manière claire que des personnes qui viennent d'arriver sur le territoire ou qui sont déjà là depuis un petit temps, le fonctionnement de l'école, le fonctionnement d'un hôpital, le fonctionnement de toute notre législation autour de la petite enfance, et il y aurait encore d'autres exemples, apparemment, il n'y a pas vraiment d'informations systématisées et surtout accessibles aux personnes étrangères. Et donc accessible, c'est-à-dire à un moment donné comment l'institution accueille, informe, et aussi la question de l'accès à la traduction dans les langues maternelles. Donc ça paraît un axe vraiment important à pouvoir développer. Deuxième axe, c'est la question de la formation des professionnels liés à ces différentes thématiques. Et donc même si on est dans un constat à travers les rencontres que nous avons pu faire avec des professionnels qui sont de bonne volonté pour essayer d'accueillir au mieux la différence qui se marque dans les cultures, à un moment donné, il y a bien une question de formation des professionnels, formation à l'interculturalité qu'il faut là essayer d'abord de pouvoir installer dans les cursus de formation ou de densifier dans la formation des professionnels. Ça paraît incontournable puisque quand je parlais et Barbara l'a évoqué à un moment donné, de stéréotypes, d'exclusion, de discrimination, c'est parce qu'à un moment donné, les professionnels n'ont pas nécessairement les bons outils pour décoder certaines attitudes et souvent, ils viennent avec des décodages de mauvaise volonté, de mauvaise participation ou de non-volonté à un moment donné de pouvoir à un moment donné s'intégrer sur le territoire, alors que ce n'est pas ça, c'est simplement des attitudes culturelles qui sont différentes. Et donc là, ça nécessite effectivement, dans les cursus de formation, qu'il y ait à un moment donné possibilité d'avoir un décodage par rapport à ces dimensions. Alors, l'accueil, la formation, mais il apparaît aussi quelque chose de plus essentiel pour aller plus loin, c'est la question à un moment donné de permettre d'avoir des lieux de rencontre avec des publics et des professionnels sur la question de leur représentation mutuelle. La question du projet n'est pas de dire les institutions doivent s'adapter, non, c'est aussi dans un échange. Et donc comment, à un moment donné, à travers ces institutions que sont l'école, les hôpitaux, l'ONE, on peut mettre des groupes, à un moment donné, d'échange autour des représentations des uns et des autres pour justement pouvoir faire avancer le dialogue interculturel. Ça nous paraît en tout cas une dimension importante et pour lequel rien n'est vraiment organisé ni formalisé. Un quatrième axe, il apparaît, et on l'a dit à travers le guide méthodologique, que les professionnels, à un moment donné, en contact avec des personnes d'origine étrangère, doivent avoir vraiment un accompagnement et des espaces de réflexion, mais des espaces aussi d'échange de bonnes pratiques par rapport à ces dimensions-là. Là aussi, il y a des choses qui restent à travailler et à formaliser, et donc notre guide est une première pierre à cet édifice. Voilà. Ça, donc je dirais, c'est de manière transversale ce qu'on a pu découvrir à travers l'ensemble des thématiques. Mais il me paraît essentiel quand même d'aller un peu plus loin à travers les thématiques pour rendre encore plus concret ce que je viens de dire à travers les quatre grands axes qui ont été mis en évidence sur l'ensemble des groupes. Il me semble quand même intéressant d'aller pointer maintenant dans chacun des thématiques des choses pour illustrer justement cette difficulté d'accueil et de dialogue interculturel à l'intérieur de notre société wallonne et ici sur Mons-Borinage. Donc ça va être un peu plus, je vais dire, didactique et scolaire. Je vais passer thématique après thématique. Et donc chaque fois dans les groupes, il y a eu vraiment des constats qui ont été posés. Des constats, et moi je tiens aussi à le dire, qui n'étaient pas nécessairement revendicatifs, mais en tout cas des constats de dysfonctionnement. Et puis une autre partie d'essayer de formuler des améliorations pour essayer de changer les choses. Donc voilà, je vais prendre mes petites notes. Donc au niveau de la naissance, donc, il apparaît effectivement que autour de l'accouchement, de la naissance, de la prise en charge de ce moment-là,
clairement, pour les femmes migrantes, et notamment celles qui vivent d'autant plus aussi des précarités économiques, il apparaît effectivement qu'il y a de grosses difficultés autour de ce moment-là, voire même des études ont montré des moments de dépression. Parce que souvent, être migrant, c'est être à l'extérieur de son pays, à l'extérieur aussi de ses référents culturels. Et donc, les femmes se trouvent souvent dans des positions vraiment très difficiles. En termes de recommandations, l'accompagnement, vous savez qu'ici en Occident, donc ici à Mons-Borinage, dans les hôpitaux que nous avons, l'accompagnement est fort médicalisé et avec un certain type de langage aussi. Et donc, il apparaît que nécessité quand même d'avoir des traducteurs qui pourraient accompagner les femmes et les familles dans toutes les étapes de la grossesse pour avoir les informations, vraiment pour au mieux comprendre les informations. Il apparaît aussi, et ça se retrouve aussi dans l'autre thématique qui est la famille, il y a des tas d'organismes qui tournent autour de la question de l'enfance et de la prise en charge et en compte de la question de l'enfance. Il apparaît clairement pour les personnes une incompréhension de comment ça fonctionne. D'une mauvaise compréhension aussi comment les acteurs s'articulent entre eux et quels sont les rôles et missions des différents acteurs. Ça peut être autour de l'ONE, donc ça c'est vraiment la prise en charge notamment de la petite enfance, mais c'est aussi autour de l'enfance et de l'adolescence, aussi de la prise en charge à un moment donné de l'éducation, que ce soit autour de planning familiaux. Et donc là, il y a vraiment nécessité de rendre des informations accessibles du fonctionnement de ce type d'institutions qui sont vraiment là pour accompagner les citoyens. Et là, il y a quelque chose en termes de droit qui n'est peut-être pas, qui ne peut pas complètement se réaliser parce qu'il y a une incompréhension, il y a un manque de visibilité à un moment donné du fonctionnement de ces institutions. Sur la question de la famille, peut-être pointer, moi je trouve un élément essentiel aussi en termes d'analyse. Donc il y a un groupe qui a plus particulièrement travaillé la question de la famille, mais aussi comment les médias contribuent aussi à formaliser, à structurer une certaine image aussi de la personne d'origine étrangère. Et je pointerai notamment un élément qui est apparu dans le groupe et qui me paraît essentiel, c'est sur les rapports de domination homme-femme. Souvent, on traite ça comme une difficulté liée à un système culturel. Alors que l'analyse qu'on peut en faire, que c'est plutôt un système de domination qui touche l'ensemble des cultures. Et donc c'est bien le patriarcat qui a lieu là, et pas simplement le fait que ce soit une particularité ethnoculturelle de certains groupes dans la société. Et ça, c'est peut-être à pointer aussi en termes d'analyse et de certaines images qu'on renvoie aux personnes d'origine étrangère. Il y a aussi une demande par rapport aux médias, et c'est dommage que notre TV locale n'est pas là, mais aussi un travail de montrer aussi la personne migrante sous un autre regard. Pas la personne qui a besoin d'aide, qui vient demander quelque chose, mais vraiment montrer au contraire toute la richesse et toute la complexité aussi des parcours de migrants et des personnes, et pas seulement les cloisonner dans une certaine représentation. Ça, c'est par rapport à la famille. Alors, une autre thématique qui a été abordée, c'est la question de l'école. Alors là, il y a à la fois quelque chose de global par rapport à l'école, et je tiens à le signaler, donc ça qui touche toutes les familles, je dirais. C'est la question de la gratuité de l'école. Beaucoup de constats ont été faits dans les groupes qui ont abordé cette question-là, en disant mais finalement l'école c'est pas gratuit. Et effectivement, ce n'est pas gratuit. Donc malgré l'obligation, c'est inscrit dans la loi de la gratuité, effectivement c'est pas gratuit. Et alors ici, je viens sur une dimension effectivement plus singulière par rapport à notre projet, c'est qu'aussi le fonctionnement de l'école, comment ça fonctionne, mais aussi le fonctionnement de nos réseaux.
voilà, nous, on a intégré ça d'une certaine manière, mais les personnes qui arrivent sur le territoire, la question des réseaux et effectivement derrière ça aussi l'accessibilité à une gratuité par rapport à ça est en tout cas pointée dans les groupes. Donc ce n'est pas évident de se retrouver, c'est quoi un réseau en Fédération Wallonie-Bruxelles pour l'école. Donc ça, je dirais que c'est un premier point. Un deuxième point, et ça, c'était assez éclairant parce que les groupes ont beaucoup échangé à partir de leur expérience vécue. Et c'est ça toute la richesse des recommandations. Ce ne sont pas des recommandations, je veux dire, qui émanent simplement d'une réflexion par rapport au mode de fonctionnement politique. C'est vraiment incarné à partir de vécus de citoyens. À travers toutes les paroles qui ont été échangées, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à l'école, notamment par rapport aux personnes d'origine étrangère? Il y a quand même beaucoup de discrimination au sein de l'école. Et donc, certaines recommandations par rapport à ça insistent sur plusieurs dimensions, notamment est-ce que ce ne serait pas intéressant, à l'intérieur de l'école, d'y mettre des médiateurs qui pourraient justement à la fois faciliter le dialogue à l'intérieur de l'école avec une prise en compte à un moment donné de ce dialogue interculturel, mais aussi entre le dialogue entre l'école et les familles. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose à mettre en place, d'une médiation à mettre en place par rapport à la relation école-famille? Et puis, le deuxième point aussi par rapport à l'école, il y a de nombreuses associations qui rassemblent des personnes d'origine étrangère, qui font tout un travail d'accompagnement. Et donc, comment aussi l'école peut s'ouvrir à ce type d'association vraiment comme des passeurs à un moment donné pour faciliter le dialogue entre l'école et les parents. Ensuite, nous allons passer à la question du vieillissement et la question de la mort. Là aussi, des paroles ont été dites, des vécus ont été exprimés, avec un moment donné où ça fait un peu froid dans le dos quand des institutions, de manière systémique, et donc ce n'est pas les travailleurs qu'on incrimine, mais vraiment de manière systémique, la question interculturelle n'est pas prise en compte. Et notamment des personnes âgées d'origine étrangère qui terminent leur vie dans des maisons de repos. Et la question de l'alimentation qui est offerte perturbe vraiment les personnes, même les mettent en danger, et voire en danger de mort, quand on a été habitué à un certain type d'alimentation toute sa vie et qu'on, tout d'un coup, à la fin de sa vie, on bascule dans un autre type d'alimentation, ça crée vraiment des problèmes de santé qui peuvent être graves. Et donc la question est de se dire comment, à un moment donné, dans les fonctionnements que sont les institutions, comment, dans ce fonctionnement, y glisser, à un moment donné, la prise en compte de ce type de situation. Alors, au préalable, il y a toute une série de choses aussi, et les temps qui s'annoncent, malheureusement, ne vont pas être sans doute bons dans ce cadre-là, mais la question, et notamment par rapport aux maisons de repos, la question aussi de la surcharge de travail des personnes qui prennent soin des personnes âgées, fait qu'elles n'ont pas nécessairement toujours le temps et la disponibilité. Et je dis les temps futurs qui s'annoncent ne vont pas être très bons, mais parce que vous savez que cette matière-là est une matière, avec la 6e réforme de l'État, une matière qui est régionalisée. Et que si c'est la droite qui revient au pouvoir, je ne pense pas que cette question-là soit améliorée. Et donc d'abord, il y a cet état de fait. Comment, à un moment donné, dans les maisons de repos, les soins sont bien donnés, que les travailleurs puissent effectivement avoir du temps pour offrir des soins adaptés et soucieux de la personne, parce que souvent, ils sont mis à des cadences fortes, et en plus de prendre en compte cette dimension-là. Et donc d'accepter dans le fonctionnement institutionnel, à un moment donné, que des familles puissent apporter les repas aux personnes. Donc ça, c'est un premier point. Et un deuxième point par rapport à cette dimension-là, comment aussi les fins de vie, et c'est la même chose aussi au niveau de la naissance, certaines cultures ont certaines habitudes culturelles importantes qui font sens pour eux. Comment ça peut être entendu, déjà
et peut quand même prendre place au sein de ce type d'institution. Ça paraît quand même fondamental dans le respect de chacun d'entre nous en termes de citoyenneté, pouvoir être entendu aussi dans ce que l'on est et dans ce qui fait sens. Et donc on remarque avec le fonctionnement de nos institutions, un fonctionnement qui est normé, qui est standardisé, et combien ce fonctionnement-là met vraiment des personnes en difficulté, mais aussi toute une série de situations en angle mort, et combien il est quand même important pour notre fonctionnement démocratique de pouvoir avoir une attention par rapport à ça. Donc voilà, donc ça c'était concernant la vieillesse et la fin de vie. Et alors le groupe s'est aussi intéressé parce qu'évidemment il y a des chocs culturels où quelle est la place des personnes âgées ici en Occident et plus particulièrement à Mons-Borinage. Elle est différente que dans d'autres parties du monde. Et donc ils sont intéressés, mais de dire, mais il y a une espèce d'isolement quand même de la personne, et comment à un moment donné, la personne aussi peut retrouver du lien social, mais aussi peut participer à la société, et notamment à travers toute une série de mécanismes que la région wallonne a mis en place, qui sont notamment les conseils consultatifs. Il y a différents types de conseils consultatifs, notamment les conseils consultatifs des aînés, mais aussi les conseils consultatifs des personnes étrangères. Il y en a une notamment à Saint-Guilain, ici à Mons. Comment ces conseils consultatifs peuvent réellement remplir leur rôle, sans être nécessairement sous le joug d'un échevin, mais vraiment avoir une indépendance de fonctionnement. Et aussi, il y a un regret en tout cas de ne pas visibiliser tout ce travail aussi de citoyenneté et d'engagement. Donc comment rendre visible ce travail-là de manière plus efficace, plus probante, et aussi, à côté de ces conseils, toute l'action associative qui est quand même relativement dense en Fédération Wallonie-Bruxelles et ici sur notre région. Comment des personnes d'origine étrangère peuvent aussi s'impliquer dans des associations et donc faire valoir leur citoyenneté. Voilà, donc ici je vais m'arrêter là, mais je vous assure, je vous invite vraiment à parcourir le guide, parce que, comme je le disais d'emblée en introduction, il y a vraiment beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses qui sont apparues. Et donc, moi, je trouve qu'en tant que... j'invite les associations qui ont contribué à la naissance de ce projet, de vraiment, en termes de responsabilité, de reprendre ce guide, notamment de recommandations, et de pouvoir s'en saisir et dire comment on va un pas plus loin, comment ici dans notre région, on essaye de faire des choses avec certaines institutions pour faire avancer les choses. Je pense que ça, c'est quelque chose, en tout cas, qu'on aura... en tout cas, il y a de la matière, mais aussi une volonté de poursuivre ce chemin. Alors, je vais m'arrêter là. Signaler que, parce que j'ai oublié de le faire en introduction, j'oublie toujours des choses, et donc je me rattrape à la fin. Signaler en termes de partenariat aussi, le CMB a été associé à la démarche, notamment à travers le réseau d'associations de personnes d'origine étrangère, et pour diffuser aussi l'invitation de cette conférence. Donc voilà, le CMB était un partenaire aussi du projet. Je tenais à le signaler parce que je ne l'avais pas fait en introduction. Alors je vais terminer en disant de mon point de vue un peu sur la même note que Barbara. D'abord, vraiment, je salue l'ensemble des personnes qui ont contribué à ce projet, en espérant que cette dynamique a pu effectivement faire avancer les choses, et aussi le ressentiment à un moment donné d'être accueillis ici en région wallonne. C'est vrai que dans les temps qui courent, mais avec cette crispation de notre société autour de l'accueil des migrants et cette espèce de rejet qui notamment se marque à travers les médias, à travers certains reportages, j'espère que ce projet a contribué à pouvoir rendre une légitimité par rapport à leur place dans notre société. Donc ça, c'est un. Deux, je répète, mais je tiens à saluer la mobilisation des animateurs formateurs, des différentes équipes, des associations partenaires de Pop-Up, parce qu'il y a eu des heures supplémentaires, il y a eu des tensions, il y a eu des réflexions, et donc voilà, c'est l'occasion vraiment de féliciter ce travail.
Et je terminerai par vous dire que moi, en tout cas, moi qui ai eu l'occasion de lire les carnets de bord, je trouve que c'est un beau projet, très riche d'enseignements. Et voilà, je tenais à le dire tout simplement. Je vais terminer là. Malheureusement, M. Elio Di Rupo ne nous a pas rejoints. C'est bien dommage, parce que j'aurais aimé quand même qu'il y ait des représentants politiques qui puissent quand même écouter. Mais on essaiera la prochaine fois, en tout cas, d'avoir vraiment des représentants politiques ici, parce que je trouve ça important que tout ce qui a pu émerger de ce projet puisse aussi avoir une écoute auprès de nos représentants politiques locaux. Je trouve ça important de pouvoir les sensibiliser à ces dimensions. J'en terminerai là. Donc je vais vous inviter à présent, après des chaleureux applaudissements à l'égard de mes propos, je vous remercie. Je vous remercie. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas commencer à chanter. Et donc, je vous invite, de toute façon, à échanger encore entre nous et alors à passer au dernier moment convivial. Et je ne partirai pas sans vous dire bonnes vacances, beau mois de juillet et août à tout le monde. Et de toute manière, à bientôt. Merci, au revoir.